déjà, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il roule sa bosse dans le monde de la formation professionnelle et de l'innovation pédagogique, et un retour d'expérience de la Quand j'étais part petit, j'allais en vacances chaque été. de la part du L&D manager de Bouygues Construction, qui est Florent Temboury, qui va venir témoigner de comment ça se passe chez eux. Donc, messieurs, à vous. Et à la fin, on se garde du temps pour que vous puissiez poser vos questions. Merci. C'est bon? Ouais. Je me suis remis sur le page. Ah oui, pardon. Florent, je te laisse te présenter un peu plus en détail et puis. Oui. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc je suis Florent Temboury, je suis responsable du Digital Learning chez Bouygues Construction. Je travaille chez Bouygues Construction University, donc en centrale au sein de l'université d'entreprise. Je suis donc l'administrateur principal de la principal de la plateforme Belearn en interne. Peut-être. Attendre 2 petites secondes peut-être. Voilà, donc je pense que là, ça sera plus audible. Donc voilà, ce que je disais, c'est que du coup, je suis en charge de la plateforme Digital Learning, donc responsable également du déploiement de tous les modules de formation en transverse, corporate, et j'accompagne les entités dans les 5 continents dans lesquels on est déployé, dans la gestion de leur propre portefeuille de formation digitale à travers un réseau d'administrateurs. Voilà. Et donc, je suis Loïc Legac, je suis le fondateur de Syncovery, qui est une agence de digital learning sur mesure. Voilà, l'idée, c'est pas de vous parler de nous ce soir, c'est bien de parler de ce projet, d'essayer de répondre. Donc, la question qui est posée, c'est comment embarquer et engager des collaborateurs via la formation dans une démarche RSE, en l'occurrence, une stratégie bas carbone. Et le point de départ de cette conférence, c'est tout simplement un élément de réponse principal qui est de dire il faut surtout faire quelque chose de contextualisé, de propre à ses collaborateurs et surtout pas une formation générique. Et donc, il faut s'intéresser à celui qui va recevoir la formation. C'est ce qu'on va essayer de vous raconter. Donc, le projet, c'est quoi? C'est une formation qui s'appelle aujourd'hui Agir pour le climat et qui est là pour embarquer les collaborateurs de Bouygues Construction dans le monde autour de cet objectif stratégique ambitieux, moins 30% d'empreinte carbone pour Bouygues Construction à l'horizon 2030. Donc avec un objectif de formation assez vaste, hein. Il faut sensibiliser les gens, leur partager les notions importantes autour du réchauffement climatique et de son impact notamment dans le domaine et dans le secteur du bâtiment, et les actions déjà entreprises par Bouygues dans le secteur, leur impact et comment ils peuvent potentiellement y participer. Voilà, moins 30%, j'ai tout dit. Une petite précision, effectivement, on avait un temps très court aussi pour réaliser le projet. J'aime bien le préciser parce qu'on va vous parler dans la manière de faire et de se préoccuper de l'apprenant et de la cible de la formation, d'une démarche très centrée utilisateur et UX design, et on peut le faire même dans un délai aussi court que celui-là. Alors pour faire tout ça, comment on a fait? Au lieu de partir d'objectifs pédagogiques et du contenu, on est effectivement parti d'abord de à qui s'adressait la formation, et on l'a fait de manière complètement réelle et inspiré des méthodes de l'UX design telles qu'on peut les pratiquer dans le web, c'est-à-dire en organisant des ateliers d'utilisateurs avec lesquels on a essayé de réfléchir, d'une part, à mieux connaître leurs contraintes, la manière dont ils allaient consommer la formation, quels étaient leurs freins, leurs moteurs vis-à-vis de cette formation, leur niveau de connaissance, leur appréhension des notions qu'on allait aborder, et également de mieux formuler la promesse de valeur, c'est-à-dire leurs attentes, ce qu'ils espéraient pouvoir retirer de cette formation, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à regarder ensuite le contenu, c'est-à-dire ce sur quoi on allait construire notre formation. Et donc on a repris l'ensemble des documents qui nous étaient fournis par Bouygues, on est allé faire de la curation de notre côté pour compléter cette étendue de contenu, et on a passé l'ensemble de ce contenu au tamis. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on avait sous les yeux, on a retenu que ce qui permettait potentiellement de rendre réelle la promesse de valeur de la formation du côté et du point de vue de l'apprenant. Hein, on ne s'est pas dit, voilà, nous, ce qu'on veut leur inculquer à tout prix, mais qu'est-ce qui va vraiment devoir être présent dans la formation si on veut que demain, ils soient capables de s'engager dans cette nouvelle stratégie, moins 30% pour Bouygues Construction. C'est à partir de ça, de cette connaissance au travers d'ateliers, au travers du travail sur le contenu et du travail de la promesse de valeur, qu'on a pu effectivement réfléchir à un
design pédagogique. On était encore très loin du choix des formats, donc s'interroger là sur comment on va raconter ça, comment on va scénariser cette formation et cet objectif de formation. Alors quand on fait ça, eh ben, on aboutit non pas à des objectifs pédagogiques, mais à des problématiques d'utilisateurs et d'apprenants. Hein, on essaye de lister des questions qui vont, si on prend les méthodes exactes du design thinking, hein, comment faire en sorte que mon apprenant soit dans tel et tel état pour que ma formation soit un succès. Ça reste très théorique, donc je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, on s'est dit de manière assez triviale, c'est un très bel objectif, c'est une très belle stratégie, mais si je me mets dans la peau d'un conducteur de travaux à Bangkok qui reçoit la formation qui a été pondue et faite par le siège, quelle est sa réaction? Demain, je vais sur le chantier, mes contraintes économiques vont être exactement les mêmes. Tout ça, c'est très joli. Je suis d'accord sur le fond, mais ça ne me touche pas et ça ne va pas impacter mon quotidien. Donc, à l'inverse, on s'est dit, cette même personne, dans sa vie personnelle, la plupart du temps, est tout à fait au fait et consciente de l'urgence climatique. Donc, une des problématiques, c'est comment faire en sorte que notre apprenant tisse sa réalité personnelle et son engagement personnel avec sa vie professionnelle. Pour faire ça, eh ben, on a décidé de raconter l'histoire d'un conducteur de travaux qui, le matin, entend les actualités et pour la xème fois entend parler du réchauffement climatique et commence à se dire, tiens, mais au fait, au boulot, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et il va commencer sa petite quête tout au long d'une journée de travail pour essayer de comprendre comment il peut traduire ce qu'il a entendu le matin en termes d'engagement dans sa vie pro au sein de Bouygues. Quand j'étais petit, j'allais en vacances chaque été chez mes grands-parents au bord de la mer. C'était pour moi le plus bel endroit du monde. Il y avait l'eau, le sable, les rochers. Ça sentait bon, même si parfois l'eau était un peu froide. Aujourd'hui, à chaque fois que la marée est basse, la plage devient impraticable. À cause des odeurs, des algues vertes, on trouve régulièrement sur les cailloux des taches de goudron parce que les bateaux au large dégazent. Et puis on voit beaucoup moins d'insectes. Aux infos, ils me disent que ça va devenir pire. Et pas seulement là où j'allais en vacances, mais dans le monde entier. Et ça me révolte. Je travaille dans le bâtiment et mon métier c'est de construire. Ça veut dire bâtir un monde meilleur pour demain. C'est logique qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est maintenant que l'avenir commence. Salut! Salut. T'as vu, ils ont encore parlé du réchauffement climatique hier soir à la télé. Voilà, et c'est donc le début du parcours de formation. Il arrive au boulot, il discute avec un collègue, puis ils vont commencer à parler de l'actualité, de ce qu'ils ont entendu, puis petit à petit, il va rencontrer sa chef qui va lui dire, mais au fait, t'es au courant, il y a un nouveau truc qui est arrivé. T'as vu le dernier e-learning? Alors on s'est amusé à faire des choses en boucle. Et petit à petit, comme ça, on va parcourir réellement, on va suivre ce personnage qui fait son initiation, tout en se formant au gré de plein de formats. Voilà. Et alors, effectivement, petit clin d'œil, on s'est dit quand même, on est dans le bâtiment. Donc la métaphore, je suis dans le bâtiment, je construis l'avenir, effectivement, nous paraissait avoir du sens dans le cadre de cette thématique de formation. Deuxième exemple de problématique, parler des engagements de Bouygues, ça peut être très joli, on aurait pu mettre une vidéo du patron de Bouygues qui explique tout ce qu'ils vont faire, etc. Là encore, très loin de la réalité de l'apprenant et de la cible. Donc on s'est dit, tiens, ça, faut l'ancrer dans le quotidien, dans la réalité du métier des personnes qui vont suivre la formation. Donc notre personnage que vous avez vu tout à l'heure là, qui sort de chez lui, qui arrive au chantier, il lui arrive plein de choses, et dans la deuxième moitié de la formation, sa boss lui dit, mais tu sais, on fait déjà des trucs, va voir là, sors sur le chantier. Et il ouvre une porte et il tombe sur cette image. On a d'abord une vraie vue du chantier, puis ensuite cette image devient interactive, où en fait toutes les zones en surbrillance correspondent à des éléments d'un chantier de construction sur lesquels il y a une action en cours et des engagements pris par Bouygues Construction dans le cadre de la stratégie. Et donc c'est en allant sur un bout de chantier que petit à petit il découvre effectivement les actions possibles et en cours. Troisième exemple, où on part d'une problématique utilisateur pour aller construire de la pédagogie. Alors je vais être un peu méchant pour nous tous, mais je pense qu'on est tous un peu pareils. Moi je vois un très beau documentaire, Big Planet, je vois un film de Al Gore, ça me touche profondément et je me dis, oh, le pauvre petit ours blanc sur son bout de banquise, mon Dieu, il faut vraiment que je fasse quelque chose.
Je vais être super convaincu. Et puis, j'éteins ma télé, et puis je vais passer un coup de fil pour commander du Deliveroo. Je vais prendre ma voiture pour aller au supermarché, prendre une douche chaude de 10 minutes. Enfin, j'en passe et des meilleurs. On a tous une première tendance par rapport à nos engagements qui est de procrastiner sur cette thématique du climat. Et donc ça, on s'est dit que c'était aussi une problématique apprenant qu'il fallait absolument qu'on adresse si on voulait que cette formation soit une réussite. Alors on essayait, avec les contraintes qu'on avait, de trouver des solutions. En fait, à chaque fois que notre personnage découvre un bout du chantier, il va sur la construction au bois, il découvre ce que fait Bouygues en termes de construction bois, et que Bouygues a une énorme ambition de devenir demain le leader de la construction bois. Eh ben, on va lui proposer une action à mettre en œuvre après cette découverte. Vous en voyez un exemple là. Alors, j'aurais dû prendre la mobilité. Il y a une zone qui est sur la mobilité. Là, on va lui dire, bah, qu'est-ce que tu fais? Tiens, ce que tu peux faire demain, c'est te mettre au vélo ou au transport en commun au lieu de venir en voiture au bureau. Et ça, bah, choisis. Je le fais ce mois-ci, je le fais dans les prochains mois, je sais pas encore. Et en fait, on mémorise tous ces choix qui sont faits au fur et à mesure de la formation. Et à la fin de la formation, nos apprenants repartaient avec une to-do, mais que eux avaient construit. On leur propose pas un plan d'action. Ils l'ont construit eux-mêmes par les engagements qu'ils ont pris au fur et à mesure de leur parcours dans la formation. Et ça, c'est un truc qu'on imprime et avec lequel on part sous le bras. C'est le résultat concret de la formation et de l'engagement. On aurait pu imaginer, bien entendu, plein d'autres choses, hein, mais il faut imaginer formation 3 langues, le monde entier. Bon, voilà, on peut pas non plus tout faire. Il y a certaines limites. Je vais passer maintenant repasser la parole à Florent pour vous parler des résultats de cette démarche. J'ai pas le temps ici de tout vous détailler, mais je voulais vraiment insister sur partir de l'apprenant, adopter une vraie démarche centrée apprenant de design. Ben, c'est le meilleur moyen de réussir une formation sur le climat ou sur des engagements RSE, beaucoup plus que de partir de promesses de valeur comme ça, un peu théoriques, et d'essayer de les faire adopter par ceux à qui on s'adresse. Mais ça s'applique bien entendu à toutes les formations, cette démarche. Merci Loïc. Effectivement, tu as dit la grande majorité de ce qu'il y avait à dire autour de ce module. Ce module a rencontré un grand succès auprès de nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 collaborateurs qui ont complété la formation. Alors, il faut savoir que sur la plateforme, on donne accès à peu près 25 000 collaborateurs. Aujourd'hui, on en a 18 000 qui ont réellement une licence active, entre 18 et 20 000. Et parmi ces gens-là, donc 12 000 ont déjà complété la formation en un peu plus d'un an de lancement. Donc c'est un très beau score, et ça ne prend pas en compte en plus tous les collaborateurs qui ne sont pas couverts par le LMS, puisqu'aujourd'hui le LMS en fait va couvrir chez nous toute la population ETAM cadre, toute la population encore chantier, les collaborateurs qu'on appelle les compagnons ne sont pas encore couverts par le digital learning. Néanmoins, ils ont pu localement suivre la formation sur des actions qui ont été menées en salle par un responsable formation qui localement les aura convoqués et pour qu'ils puissent suivre en groupe. Donc là, en fait, ce chiffre-là, c'est vraiment ce qu'on peut extraire du LMS, mais en réalité, c'est beaucoup plus. On a des retours qui sont très positifs sur le côté à la fois interactif. Les verbatims, en voilà quelques-uns. Donc effectivement, comme disait Loïc, c'est un module corporate qui fait partie donc de notre stratégie de formation digitale. Il fait partie de l'onboarding dans le sens où tous les collaborateurs en rentrant chez Bouygues Construction ont effectivement ce module dans leur programme. On leur explique qu'il existe, on les incite à le suivre. Et donc voilà, diffusé de manière internationale, 3 langues, français, anglais, allemand, et avec des verbatims très, très positifs dans l'ensemble. Que dire de plus ? Voilà, une attente aussi par rapport à ce module, puisque ce sont généralement des choses qui sont attendues en fin de module e-learning, c'est le takeaway. Et effectivement, donc l'innovation aussi par rapport à ce module e-learning comparé aux autres qu'on peut proposer, c'est cette fameuse fiche anti-procrastination qui permet aux collaborateurs de construire sa to-do list dans la temporalité qu'ils souhaitent. Voilà, globalement, ça a beaucoup plu, on a eu des retours très positifs. J'en profite pour revenir. Je pense que un des ingrédients de tout ça, et c'est aussi un message que j'aime bien faire passer, on a réussi parce qu'on s'est trompé. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça une démarche centrée utilisateur. C'est aller voir les utilisateurs, les écouter, construire son contenu, construire un dispositif de formation
et accepter de se tromper et de se remettre en question. On a tâtonné, moi j'ai aucune honte à le dire, on a fait des allers-retours sur ce parcours et à un moment donné on a déchiré notre copie alors qu'on était prêt à produire parce qu'on s'est dit ça ne correspond pas, ça ne colle pas avec les gens auxquels on s'adresse, même si pédagogiquement, en apparence, si on prend nos objectifs, on a raison. Hein, donc c'est vraiment cette démarche itérative de prototype que grâce à Bouygues on a pu vraiment pratiquer à plein sur ce projet-là. Je trouve que c'est un véritable ingrédient de succès pour faire des formations qui parlent aux gens et qui les engagent. Donc prototyper, c'est bien, et c'est se tromper, c'est ça en fait, hein, la clé du prototype, c'est accepter effectivement de tâtonner et de se tromper, de remettre en question le travail pour ensuite l'adapter. Et c'était d'autant plus vital que nos interlocutrices pour le projet étaient 2 personnes qui avaient jamais fait de digital learning, c'était les personnes en charge de la RSE, et donc il fallait aussi qu'on accompagne et qu'on forme presque au projet qu'on était en train de faire. Donc si on avait essayé de leur faire un cadre storyboarding, cahier des charges, etc., ben on les aurait perdus. Hein. Une des difficultés qu'on a souvent, c'est qu'on a des clients qui valident ce qu'on leur propose, mais sans avoir forcément les outils pour le valider. Et on ne peut pas se fier à leur validation. D'où l'intérêt de ces allers-retours itératifs et cette démarche centrée sur l'utilisateur. Donc, ce qu'on appelle l'UX design, et dans le learning, ben on peut effectivement l'appeler le LX design. Mais c'est comme ça qu'à mon avis, on peut faire de la bonne pédagogie. Est-ce que vous avez des... Avant de vous passer le micro, tu m'as coupé l'herbe sous le pied et j'allais te poser la question. Mais qu'est-ce que, dans ce retour d'expérience vécu par l'un et par l'autre, qu'est-ce que vous auriez pu ou dû faire autrement? C'est-à-dire que c'est aussi par les erreurs qu'on apprend des choses et ou au travers de ce que tu sais tout de suite, quels sont les points vraiment clés sur lesquels vous dites tiens, là, on aurait vraiment peut-être dû faire quelque chose de manière différente? Ou est-ce que c'est des moyens? Est-ce que c'est... Voilà. Alors, moi, mais c'est du vœu pieux, c'est les moments où je crois au Père Noël. On a pu avoir des utilisateurs au départ, faire des ateliers avec eux. Et quand on les a interrogés à la fin de ces ateliers, on leur a dit qui a envie de s'engager sur le projet au fil de l'eau. Ils étaient plusieurs à dire ben moi, je suis prêt à donner mon avis sur chaque petite sous-partie qu'on va faire. C'est très compliqué à organiser dans un groupe en termes de disponibilité, etc. Donc ça, on n'a pas pu le faire tout au long du projet, mais aller jusqu'au bout de la démarche, c'est ça. C'est-à-dire, je sors un bout du parcours, je peux le tester auprès d'un groupe d'utilisateurs, j'ai le retour, j'ajuste, je recommence. Ça, ce serait l'idéal. Donc ça, je pense que c'est pas une erreur, c'est un vœu pieux. Parce que l'erreur, je trouve qu'elle est souhaitable. 2 questions bassement matérielles. Quelle est la durée au final de ce parcours? Ça fait une 40aine de minutes, je crois. Et une idée de budget? Si c'est pas indiscret, si c'est je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je ne sais pas si toi tu souhaites en parler. Moi, j'ai pas forcément de tabou par rapport à ça. Moi non plus. Ça va pas vous parler forcément puisqu'on a vu 3 petits bouts, donc vous n'avez pas la vue complète du parcours, de tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a de la vidéo, il y a des activités interactives, il y a du motion design, il y a de la BD. On est allé sur ce parcours, on a inventé aussi derrière le chantier, en fait, on rentre dans des BD multimédia interactives. C'est un truc qu'on a sorti du chapeau. On trouvait ça assez sympa. Donc on a une BD où on raconte la construction d'une autoroute. C'est quand même plus facile à faire en BD qu'en reportage avec des caméras. Et dans une des cases, on va partir sur une petite activité interactive. Dans l'autre, on va partir sur une vidéo. Donc c'est des formats très très riches. On a fait aussi... Est-ce que vous connaissez le jeu Timeline moi, c'est un jeu d'apéro où on doit remettre des cases dans le bon ordre chronologique. On s'en est inspiré et on demandait aux apprenants de remettre les pays dans le bon ordre de leur empreinte carbone. Et on l'a fait pourquoi? Parce que moi, quand j'ai découvert les chiffres, je me suis dit, tiens, j'aurais pas cru. Je les aurais pas mis dans cet ordre-là. Donc je me suis dit, les gens vont se dire la même chose et la surprise, ben, on mémorise du coup. Donc ça aide à la prise de conscience. Voilà, pas mal de choses quand même qui sont à prendre en compte. C'est ça qui fait le budget. Au-delà de la conception pédagogique, il y a quand même les frais de production. C'est des parcours 40-45 minutes avec cette démarche-là qu'on peut réaliser sur des fourchettes qui vont de 30 à 50 000 euros. Voilà. Je vous donne une fourchette parce qu'il n'y a que ça que je peux donner. Enfin, pour que ça ait du sens, je veux dire. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez mis des indicateurs, des KPI, pour savoir justement si ça avait fonctionné et quels sont-ils? En dehors du taux de complétion et des verbatims, il n'y a pas eu d'autres KPI aujourd'hui, je crois pas. Merci.
Non, effectivement, c'est le taux de complétion et les notes. On a la possibilité, au-delà des verbatim, en fait, sur la plateforme, de noter une formation sur 5 étoiles. Et donc, en fait, ce sont ces éléments-là qui remontent essentiellement. Et voilà, c'est ce qu'on suit. Si je puis me permettre, je vois pas très bien quel KPI on pourrait mettre, vu que on est sur de la formation, sensibilisation. C'est un peu compliqué de les définir là. Voilà. Est-ce que les apprenants sont les meilleures personnes pour identifier ce dont elles ont besoin? Par rapport à votre démarche, qui est donc très intéressante de partir du besoin utilisateur, est-ce que les utilisateurs finaux sont les meilleures personnes pour définir ce dont elles ont besoin? Alors ça dépend ce que vous mettez derrière besoin. Si vous me parlez du contenu, bah bien entendu non, puisque par définition ce sont les gens qui n'ont pas encore suivi le parcours. Donc on ne va pas leur demander de savoir ce qu'elles ne savent pas encore. Voilà. On va leur demander de savoir ce qu'elles ignorent. Mais ça déjà c'est intéressant. Je pense que oui, pour commencer à répondre à votre question, les utilisateurs, les apprenants sont les mieux placés pour dire ce qu'ils ignorent, beaucoup plus que les sachants. Qu'est-ce qui les empêche de comprendre? Oui, les utilisateurs sont beaucoup mieux placés que les sachants pour savoir ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre et par quel bout faut leur expliquer. S'il s'agit de faire la cartographie du contenu, non, cette cartographie du contenu, ce ne sont pas avec les utilisateurs qu'on l'a fait, mais c'est en ayant fait le travail sur les utilisateurs qu'on l'a fait. Et c'est au service de la promesse du point de vue des apprenants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonjour, j'avais un petit point de curiosité par rapport au dispositif. Comment vous avez fait pour vous adresser à l'ensemble des typologies d'apprenants chez Bouygues, de collaborateurs, je veux dire, pardon, parce que là, on a vu un extrait plutôt orienté chantier et quelqu'un qui travaille au RH ne va peut-être pas se projeter dans cette situation-là. Donc, je voulais avoir un peu plus d'infos là-dessus. Merci. Alors, je vais donner ma petite version et puis je vais passer la parole à Florent. Moi, je suis en partie pas d'accord avec vous. Bouygues Construction a un métier principal. Et donc, même si je suis à la compta, même si je suis, je sais pas, commercial, c'est le cœur du métier. Donc, la journée d'un conducteur de travaux, c'est quelque chose qui fait partie de la culture commune du groupe, donc sur lequel on peut s'appuyer pour communiquer, il me semble. Voilà, qui va parler à tout le monde. Et bien entendu, dans la manière de raconter, les thématiques abordées sont celles qui concernent tous les collaborateurs, puisqu'on parle de mobilité, ce qui n'est pas uniquement un sujet sur un chantier, par exemple, ou des IT, puisque la conf précédente se terminait là-dessus. Bah oui, on a toute une séquence sur les IT. Je confirme, hein, il vaut mieux ne pas changer d'ordinateur portable ou de téléphone que d'essayer de ne pas envoyer d'email. Voilà. Donc après, il y a l'hétérogénéité de niveau de connaissance. Là, il y a des ruses dans la construction et la navigation. On évite la navigation contrainte de façon à ce que les gens qui savent puissent passer. Et c'est une des choses premières qu'ils nous ont dites en atelier. Voilà, ça a été un parti pris en fait de choisir un métier, hein, de suivre un chef de chantier sur une journée. On ne peut pas représenter tous les métiers du groupe forcément, mais dans la manière dont ça a été construit, donc ça fait complètement sens par rapport au cœur de l'activité du groupe. Et ce qui est proposé peut être très très facilement transposé en fait dans tous les métiers. Et ceux qui ne se transposent pas, on va dire directement, peut engendrer une réflexion et après voilà, c'est au collaborateur lui-même aussi de voir à quel niveau il peut adapter dans ses fonctions. Avant de passer pour la dernière question, une question, c'est est-ce que dans le succès de l'appropriation de la ressource par les équipes, il n'y a pas aussi une belle réussite de la part de la communication? C'est-à-dire que j'imagine, vous ne nous en avez pas du tout parlé, mais qu'il y a eu un plan de communication qui est un élément clé dans la réussite de ce dispositif. Oui, absolument. Quel que soit d'ailleurs le module de formation, à partir du moment où on va déployer une ressource, ce qui va compter, c'est effectivement la pertinence. Donc la pertinence du sujet, donc ça c'était plutôt le travail de Loïc. Et après, ça va être la méthode de déploiement. Ça c'était plutôt de notre côté. Effectivement, la communication, identifier des ambassadeurs, et puis l'inscrire également faire le lien aussi pour donner beaucoup de sens, faire le lien avec la stratégie du groupe. On était aussi dans un contexte on est dans un contexte d'ailleurs de changement de gouvernance. On a accueilli une nouvelle gouvernance mi-2021. Donc il y a insufflé, on va dire, une nouvelle stratégie, des nouvelles valeurs, etc. Et donc tout ça a pu également être raccroché à cette nouvelle stratégie pour donner davantage de puissance à une formation qui, sur le fond, était très très bonne, mais sur la communication, effectivement, c'est indispensable. Et ça marche. On a fait un teaser et je me rappellerai toujours, on a lancé le parcours parce qu'on était un peu à la bourre la semaine du 14 juillet. Donc vous imaginez si on était confiant.
Et en fait, il y avait déjà 1000 inscrits au bout de quelques jours. Donc, quand on communique bien, ça, même dans des circonstances défavorables, ça peut marcher. Rapidement, ça rejoint un peu la question précédente. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus du déploiement? C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez rendu obligatoire à un moment donné? Et si vous avez été confronté aux résistances pour suivre cette formation, ce parcours, comment vous avez fait? On ne l'a pas rendu obligatoire dans le sens où on n'a pas inscrit de force, entre guillemets, tous les collaborateurs. On n'a pas désigné une population cible ou toute la population en les inscrivant et en planifiant des notifications de relance en fonction du stade d'avancement du collaborateur. Est-ce qu'il a démarré, pas démarré, démarré mais pas terminé, etc. Vraiment, toute la stratégie qui a été mise en place, c'était beaucoup d'accompagnement, beaucoup de communication et de sensibilisation. Alors évidemment avec un sponsor qui est très fort, donc la directrice RSE qui était également très visible sur ces sujets-là, qui a beaucoup livré de messages, et puis un réseau de notre côté en interne, que ce soit les responsables formation, les RH et les administrateurs de la plateforme, qui ont également fait ce travail de relais pour tout ce qui était communication et qui ont su sensibiliser suffisamment pour atteindre aujourd'hui ces beaux scores. Voilà. C'est aussi un lien avec les dernières questions. Et du coup, tous les plans de com, tous les déploiements et surtout les plans de com, est-ce que ça a été fait dans les 3 mois ou ça a été fait en amont? Enfin, ça m'a beaucoup interpellé cette temporalité de 3 mois. Mais du coup, votre client avait déjà prévu en amont une communication ou tout s'est fait dans ces 3 mois-là? Les 3 mois, c'était vraiment plutôt le temps de création côté Thinkovery. De notre côté, non, tout le plan de com en fait a été conçu pendant ce temps de création. Et à partir du moment où le module a été disponible, on était prêt en fait pour le déployer et accompagner. On avait identifié des ambassadeurs et donc voilà, on a déployé la communication au moment du lancement et ça a été conçu à peu près en même temps. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'il mérite aussi vos applaudissements.